Merci en tous les cas infiniment de m'avoir invité. Je viens là avec plaisir devant vous tous. Beaucoup d'entre vous, je connais. Les plus anciens d'entre vous ont déjà eu des nuits difficiles il y a 25 ans dans la mise en œuvre d'une loi Sapin, en particulier quand ils sont acheteurs publics ou quand ils sont comme clients, comme fournisseurs des publics. Et puis maintenant, je crois que certains d'entre vous passent quelques nuits blanches dans la mise en œuvre de la loi Sapin 2. Donc je suis là pour essayer de faire en sorte que vos nuits prochaines soient peut-être un tout petit peu plus sereines et qu'en tous les cas, vous essayez de comprendre avec moi et avec ce que je vais pouvoir vous dire le pourquoi de cette loi Sapin 2. Au fond, j'ai envie d'aborder d'abord en quoi il était nécessaire, de mon point de vue, d'agir, j'allais dire de nouveau, sur les questions de corruption. Parce que la corruption ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui non plus qu'on a réagi contre des phénomènes corruptifs. La première loi Sapin, après d'autres d'ailleurs, a agi dans ce domaine. Mais j'ai constaté trois choses qui rendaient, de mon point de vue, absolument nécessaire d'agir. La première chose, c'est qu'il continue à y avoir des phénomènes de corruption, y compris en France. Petit aparté, je préfère laisser mon nom à des lois anticorruption qu'à des affaires de corruption, parce qu'il y a encore des affaires de corruption. La deuxième chose, c'est que j'avais constaté, beaucoup d'entre vous qui travaillent aussi à l'international, que la question de la corruption est absolument décisive, pour ne pas dire mortelle, dans un certain nombre de sociétés, de pays, où derrière cette corruption massive, on retrouve aussi des mises en cause et de la démocratie et même des capacités de développement de ce pays. Et qu'on ne pouvait donc pas laisser de côté cette question de la corruption transnationale, corruption d'agents publics à l'étranger, et qu'il fallait à la fois renforcer la législation punitive, mais surtout renforcer les mécanismes de prévention de cette corruption, et c'est évidemment ces mécanismes de prévention sur lesquels vous travaillez le plus aujourd'hui. J'avais constaté aussi, vous aussi, que la France avait une image absolument déplorable. Une image déplorable dans les classements, par exemple, de grandes ONG, Transparency, mais presque plus grave, l'OCDE. L'OCDE, dans ces classements, nous mettait à des niveaux comparables à des pays que nous considérons aujourd'hui comme insupportables en termes de fonctionnement. Et nous étions, de ce point de vue-là, au même niveau. Non pas que nous soyons une nation plus corrompue ou corruptive que d'autres, mais nous n'avions pas pris les mesures que l'OCDE considérait comme étant les standards nécessaires du point de vue législatif pour pouvoir être situés à des niveaux corrects. Et donc l'image de marque de la Maison France, et donc l'image de marque d'un certain nombre d'entreprises françaises, en particulier à l'étranger, commençait à avoir des effets extrêmement négatifs, y compris sur les entreprises en question. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles, les plus grandes, travaillant énormément à l'international, avaient déjà pris des mesures dans ce domaine, de force ou de gré lorsqu'elles souhaitaient prévenir, de force lorsqu'elles, et c'est mon troisième point, avaient été l'objet de décisions prises par des tribunaux non français et qui s'appliquaient à elles, y compris pour des affaires qui n'avaient jamais concerné le territoire américain, qui même n'étaient pas forcément en dollars, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avaient impacté telle ou telle entreprise américaine et donc devenaient, du point de vue des Américains, de leurs compétences. C'est la troisième raison, qui est une raison de souveraineté de notre pays. Je trouve inadmissible, intolérable, insupportable que des entreprises soient condamnées aux États-Unis pour des faits qui sont condamnables en France, avec comme argument de la part des autorités judiciaires américaines, que j'ai beaucoup rencontrées, mais puisque vous ne faites pas le travail, on est bien obligé de le faire. Argument qui va de soi, mais qui, ne soyons pas naïfs, emportait aussi la possibilité pour ces autorités de mettre en œuvre des dispositions qui pouvaient atteindre aussi à la souveraineté de chacune des entreprises concernées, parce qu'il y a aussi une capacité d'avoir un œil, en quelque sorte, dans ces entreprises. Et qu'il y ait, dans telle ou telle grande entreprise, je pense nommer aujourd'hui, des gens qui sont chargés de la surveillance, de la mise en œuvre des mesures qui ont été rendues obligatoires par une décision américaine et qui ne rendent compte qu'à un juge américain ou à un attorney américain, un procureur américain, il y a là quelque chose qui me paraissait pas supportable. Il fallait donc agir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi, d'autres sont là pour le faire, vous-même avez déjà commencé à travailler sur ce point. Je voudrais juste insister d'un mot.
le cœur de ces dispositions dans la loi vous concernant, c'est la prévention. La nouveauté, ce n'est pas qu'il faille prévenir, il y avait déjà un service anticorruption qui existait auparavant, c'est que l'AFA a des capacités de persuasion, si je puis dire, qui peuvent aller jusqu'à la sanction. Avant, il n'y avait pas de sanction dans la mise en œuvre des mécanismes de prévention. Aujourd'hui, vous avez l'obligation de mettre en place ces plans de prévention, et si vous ne les mettez pas en place, ou si vous les mettez en place dans de mauvaises conditions, l'AFA a la possibilité, de manière administrative, indépendamment de toutes les conséquences que ça pourrait avoir s'il y avait des affaires de corruption sur les décisions des juges, à la capacité de vous condamner. Je voudrais terminer en abordant, au fond, les conditions de la réussite. Comment est-ce qu'une réforme comme celle-ci peut réussir? Je vois trois conditions principales. La première, puisque vous êtes ici fonction achat, et donc vous avez une responsabilité particulière, et en particulier dans la mise en place de ces plans de prévention, la cartographie de l'ensemble de ceux avec lesquels vous travaillez, de ceux avec qui travaillent ceux que vous travaillez, donc il y a un travail immense, mais ça ne concerne pas que l'achat, ça concerne aussi la vente. Au fond, c'est le yin et le yang, le miroir. En face de l'achat, il y a la vente. D'ailleurs, en face de vous, quand vous achetez, il y a des vendeurs qui eux-mêmes ont des acheteurs. Donc, c'est quelque chose de global, c'est une appréhension globale. Et si j'avais vraiment un conseil à donner aux directions des grandes entreprises ou directions des grands services acheteurs dans le public, c'est de considérer que ça devient un sujet fondamental qui concerne tous les cercles, tous les lieux de décision, tous les divers secteurs qui font la vie d'une entreprise et pas simplement un secteur. Ce serait le directeur juridique ou ce serait le directeur achat à qui on dirait « bon, bah, écoute, vous vous occupez de ça, tu coches toutes les cases de manière à ce qu'on soit irréprochable, tu fais attention à ce que… » Non, c'est vraiment une vision globale qui peut permettre de réussir et qui doit motiver l'ensemble des collaborateurs des entreprises concernées. La deuxième condition, c'est qu'il y ait un travail au niveau international et une pédagogie qui soit une pédagogie menée de ce point de vue-là par l'AFA dans de bonnes conditions. Pédagogie au niveau international, expliquer à l'extérieur ce que nous sommes, c'est ainsi que notre image se corrigera. Ce que nous avons fait, quelles sont nos législations, dans quelles conditions ceci est appliqué. Mais aussi une pédagogie vis-à-vis de vous. Là, l'AFA a une grande responsabilité. Elle doit évidemment être capable de montrer son sabre, mais elle doit d'abord et avant tout être capable d'accompagner, un accompagnement. Il y a, je crois, 1500 entreprises qui sont concernées par les dispositions de la loi Sapin dans l'obligation de mise en place des plans de prévention. Et il n'y a donc pas simplement le CAC 40. Le CAC 40, il a déjà pris beaucoup de mesures dans ce domaine-là. L'AFA vérifiera que c'est fait dans de bonnes conditions. Mais il y a aussi, à ce niveau, des ETI, des entreprises de plus petite taille, qui, elles, n'avaient pas cette habitude-là, et avec lesquelles il faut faire ce travail de pédagogie, cet accompagnement, ce conseil. Et donc, la deuxième condition pour réussir, c'est que cette pédagogie, cet accompagnement, y compris ce que vous pouvez faire au sein d'organismes comme les vôtres, de réunions comme les vôtres, est absolument indispensable. Pas simplement la punition, mais vraiment la persuasion. Et au fond, être irréprochable dans ce domaine-là, c'est pas simplement une contrainte. À un moment donné, ça doit devenir un atout. Ça doit devenir un élément de valorisation du travail de l'entreprise, de valorisation du travail d'achat, de valorisation du travail de vente, comme ça peut l'être maintenant dans d'autres domaines. Je sais qu'il va y avoir des trophées, en particulier dans le domaine de la RSE. Ça doit devenir un élément consubstantiel de l'image positive d'une entreprise. C'est cette pédagogie qui peut permettre cette image positive. Et puis la troisième condition, c'est la question de l'international et de la coopération internationale. Coopération d'abord entre les instances administratives et judiciaires. Je vous disais que lorsque je rencontrais les autorités américaines, elles me disaient « puisque vous ne faites pas le travail, on est bien obligé de le faire à votre place ». J'ai compris que maintenant, parce que certains me l'ont rapporté, et que je rencontrerai d'ailleurs bientôt des autorités américaines que j'avais déjà vues à l'époque, il y a 2 ans, j'ai compris qu'un déclic se passait. Si vous faites le travail, on va juste vérifier que vous le faites. Si vous faites le travail, alors on vous laisse faire. Et on considère que nous n'avons plus à intervenir pour éviter le ne bis in idem, c'est-à-dire qu'une entreprise soit condamnée pour les mêmes faits
dans un pays et dans l'autre pays. Et tout le dispositif de prévention qui est aujourd'hui dans la loi est jugé par beaucoup de ses interlocuteurs au niveau des juridictions ou des services de poursuite comme étant un des plus hauts standards internationaux. Donc, persuasion, coopération au niveau international pour bien montrer que la France, aujourd'hui, est capable, parce que les entreprises ont compris aussi que c'était leur intérêt, de mettre en œuvre des dispositions comme celle-ci. Et puis, coopération au niveau international, parce que j'entends beaucoup, pour ceux qui en particulier se battent au niveau international, ceux qui me disent « mais attendez, c'est bien gentil, on va être irréprochable, mais enfin, pour ne pas les nommer, les Chinois, vous croyez qu'ils ont exactement la même éthique que nous, etc. » Là, le seul moyen, bien entendu, de faire en sorte que tout le monde obéisse aux mêmes règles, c'est de faire en sorte que cette coopération dans les grands organismes internationaux, je pense au Fonds monétaire international, je sais pourquoi ils sont là, hein, c'est pour me dire que je dois me taire. Dans les grands organismes du Fonds monétaire, comme le Fonds monétaire international, il y a maintenant des secteurs qui sont chargés de vérifier que tous les pays mettent en œuvre un certain nombre de dispositions de cette nature, et s'ils ne le font pas, ils seront réprimandés, si je puis dire, comme un déficit public excessif ou l'absence de réforme sur le marché du travail, pour prendre des exemples qui parfois ont pu animer les rapports du FMI vis-à-vis de la France. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous n'avons pas voulu agir pour vous embêter ou vous empêcher de dormir, mais parce que je pense que c'était l'intérêt général français et l'intérêt général de l'ensemble des acheteurs et des entreprises françaises. Il y a des conditions de réussite, et dans ces conditions de réussite, il y a d'abord et avant tout, donc merci de faire en sorte que cette réussite soit au rendez-vous.